Bonjour et bienvenue dans l'espace de Femmes à Cheval, un espace où on apprend à mieux connaître et à mieux comprendre le cheval et à communiquer avec lui avec un cœur et un esprit ouverts. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec toi le sujet du sang-mort. Si tu me suis un petit peu sur les réseaux ou que tu suis certaines de mes formations, tu le sais, moi j'aime monter les chevaux sans mort. C'est un choix personnel, mais comme tous mes choix personnels, il est quand même le fruit d'une réflexion. Et si je fais ce choix personnel du sang mort, c'est parce que je suis absolument convaincue que c'est mieux et plus intéressant pour mes chevaux et pour leur bien-être. Donc on va se pencher un petit peu sur ce sujet-là, puisque peut-être que toi aussi tu aimerais aller vers une équitation sans mort ou que tu te poses encore quelques questions sur le sujet. Notamment une question qui revient quand même très souvent quand on parle du sang mort, ou en tout cas, on va dire une objection, quelque chose qui va retenir la plupart des cavaliers pour passer au sang mort, ça va être la peur. La peur de manquer de contrôle sur le cheval et donc l'impression qu'on va être moins en sécurité si on monte un cheval sans mort que si on le monte avec un mort. Ça repose sur différentes choses. La première chose, assez évidente, c'est que on apprend quasiment tous à monter à cheval avec des morts. Donc forcément, quand depuis que t'es gamin ou depuis que tu as commencé à monter à cheval, tu as toujours monté des chevaux avec des morts, et qu'on t'a toujours dit que mettre un mort c'était une question de sécurité, et bien tout d'un coup, l'idée d'enlever ce mort et de te retrouver sans contrôle du cheval, forcément, ça fait peur. C'est un petit peu ce qui fait aussi qu'il va y avoir beaucoup de questionnements au moment d'enlever les fers, au moment d'emmener son cheval vivre dehors, etc. Quand on a grandi dans notre vie de cavalier, dans une écurie, on va dire classico-classique, avec des chevaux qui vivent au box, avec des fers, qui mangent des céréales, et qui sont montés avec des morts. C'est normal, on a été un peu formaté à ça. On va déjà se pencher sur cette question-là. Est-ce que on est plus en sécurité avec un cheval quand on a un mort, ou plutôt quand il a un mort dans la bouche? En réalité, on pourrait avoir l'impression que oui, mais ce n'est pas forcément vrai. Je t'explique. Première chose, si tu t'es déjà fait embarquer par un cheval qui avait un mort dans la bouche, tu t'es probablement rendu compte que ça ne changeait pas grand-chose à l'issue finale. C'est-à-dire que oui, le fait que le cheval ait un mort dans la bouche, qui est quand même quelque chose qui lui fait mal, ce sur quoi on va revenir plus tard, le fait qu'il ait un mort dans la bouche va faire qu'il va être plus facile à contrôler en un sens, ou en tout cas jusqu'à un certain point, jusqu'à ce qu'il ait atteint un point de stress suffisant pour qu'il puisse passer par-dessus la douleur pour fuir ce qu'il a mis en stress à la base, qui peut aussi être d'ailleurs la douleur occasionnée par la pratique de l'équitation avec un mort dans la bouche. Donc en un sens, oui, c'est sûr que si t'as un cheval pas du tout éduqué, on va dire, qui a pas appris à communiquer avec toi et que tu pars comme ça en extérieur avec lui comme sans préparation, il est sûr que s'il a un mort dans la bouche, t'auras un peu plus de chances de pouvoir le contrôler que s'il n'a pas de mort dans la bouche. Mais en réalité, au moment donné où ça va partir en cacahuète, mort ou pas mort, ça va être la même chose. Ton cheval va devenir incontrôlable parce que c'est un animal de 500 kilos qui réagit par la crainte et la fuite, c'est un animal proie, et quand son stress devient trop fort, eh bien, peu importe ce qui se met en travers de son chemin, de toute façon, il va péter un câble et il va essayer de s'enfuir parce que pour lui, c'est une question de vie ou de mort. Lui, quand il se met en stress, eh bien, il pense qu'il va peut-être se faire manger par un prédateur et donc il doit absolument fuir pour sauver sa peau. Donc, mort ou pas mort, ça ne changera au final rien du tout. Ça nous amène quand même à la problématique du contrôle. C'est que quand on apprend à monter à cheval, on apprend à contrôler le cheval, à lui imposer ce que l'on a envie de faire, à lui imposer une allure, une direction, une activité. Et c'est un peu ça la problématique. C'est qu'on essaie de contrôler par la force un animal qui est beaucoup plus puissant que soi et qui en plus est gouverné par des instincts extrêmement puissants aussi. C'est déjà une problématique. Parce qu'en réalité, en théorie, quand on revendique une approche bienveillante ou éthique de l'équitation, ce dont on a envie, c'est de créer avec son cheval une belle relation. Une relation, un échange qui soit basé sur une confiance réciproque. On n'a pas envie de venir lui imposer nos moindres désirs. Et en tout cas, moi, j'ai pas du tout envie de me mettre sur le dos d'un cheval en me disant que je vais devoir lutter pour y rester et lutter pour lui imposer ce que j'ai envie de faire. Si et quand je me mets sur le dos d'un cheval, j'ai envie de sentir que le cheval est ok avec ça, qu'il est parfaitement détendu par rapport à cette idée, et qu'on va pouvoir choisir ensemble des choses qu'on va faire,
que je vais lui proposer des choses qu'il aura envie d'essayer, que je vais être à l'écoute de ce qu'il m'exprime et que ça va être un partage. J'ai pas envie que ce soit une dictature. J'ai pas envie que ce soit un combat, un conflit. Donc si on part de ce principe-là et qu'on se dit qu'on veut que notre relation avec le cheval soit une relation d'amitié et soit un partenariat, on ne devrait pas chercher en premier lieu à le contrôler. On devrait chercher à avoir son approbation, à créer une motivation chez lui à échanger avec nous. À partir de là, on commence à pouvoir lâcher la notion de contrôle. Et il peut rester quand même si on a envie, même si on rêve d'une relation où on va pouvoir monter notre cheval sans équipement, il peut rester un fond de peur qui peut être parfaitement justifié parce que le cheval, comme je le disais juste avant, est un animal puissant, gouverné par des instincts puissants. Donc oui, c'est sûr, tout le monde veut un cheval assurance vie, qui ne fera jamais un écart, qui nous ramènera toujours à l'écurie ou à la maison en parfaite santé, qui n'aura pas de grosses réactions quand il a peur, mais un tel cheval, ça n'existe pas, ou alors il en existe vraiment très très peu. Parce que c'est vrai que là, j'ai quand même rencontré une jument qui me laisse à penser que peut-être ça existe. Je vous en parlerai dans un prochain épisode. Mais d'une façon générale, le cheval assurance vie, ça n'existe pas si on ne veut pas prendre de risques. Quand on échange avec un cheval, il vaut mieux faire de la moto ou du vélo. On a quand même plus de contrôle sur des paramètres purement mécaniques que sur du vivant. Et cette envie de contrôle, elle vient de la peur. Une peur, on vient de le dire, totalement légitime, mais sur laquelle il est important de travailler. Parce que, en réalité, la sécurité, elle ne vient pas du contrôle. Le contrôle, au bout d'un moment, le cheval, de toute façon, finit par aller contre. Que ce soit par un stress trop important, ou bien juste parce qu'il n'a pas envie de se sentir contrôlé et qu'il a envie de se sentir dans un échange et dans une relation et un partenariat. La vraie sécurité, elle vient de la relation de confiance qu'on a mise en place avec notre cheval, de la communication qu'on a mise en place avec lui qui est claire, sans équivoque, ni de notre part, ni de la sienne, ce qui veut dire qu'elle a été suffisamment bien préparée pour qu'on n'ait plus à réfléchir au moment donné où il y a un stress éventuel qui survient. La communication est déjà fluide, on sait exactement comment rassurer notre cheval, comment le guider pour qu'il se sente pris en charge, pour qu'il se sente en sécurité. Elle vient aussi d'une approche qui va être basée sur une écoute du cheval. C'est-à-dire que très souvent, quand un cheval en vient à péter un câble et à s'emballer et à prendre la main, comme on dit, il a déjà donné 1 million de signes qui montraient qu'il était en stress depuis le début, peut-être même le début de l'échange, peut-être même pas juste le début de la séance montée, mais peut-être depuis le début de l'échange la plupart du temps. C'est-à-dire que dès qu'on est allé le voir au pré, on a déjà vu, ou en tout cas on aurait dû voir, on a eu la possibilité de voir parce qu'il a déjà exprimé des signes de stress. Et ces signaux, on ne les a pas écoutés. Peut-être qu'on a perçu inconsciemment à l'intérieur de soi et on s'est dit « Ah, je le sens pas. Oui, mais bon, je dois aller avec mon ami faire cette balade, j'ai ce cours qui est prévu, c'est le seul jour de la semaine où je peux faire ça, après il va flotter ou je serai au travail ou n'importe quoi. Donc il faut absolument que je fasse ma séance là. » Donc on y va quand même et le cheval se montre quand même stressé quand on le prépare, il se montre stressé au moment du montoir et dès le début et forcément au bout d'un moment, le stress augmente jusqu'à ce que le cheval ne soit plus en capacité de le contenir et qu'il se mette en fuite. Donc la vraie sécurité, elle vient d'une approche de l'équitation basée sur une écoute du cheval qui permet de prendre en compte ces signaux dès les plus subtils, dès le tout début, dès que notre cheval commence à nous indiquer « je ne suis pas tout à fait sûr qu'on est en sécurité là », eh bien l'idée c'est de tout de suite venir rassurer le cheval. Mettre en place des outils pour faire tout de suite redescendre le stress, pour éviter que ça monte. Je pense que tu peux bien le comprendre toi aussi. Certains jours, tu te lèves le matin, c'est la galère tout de suite. Ton chien a fait une bêtise, ou ton enfant a mis un temps infini pour se préparer pour partir à l'école, etc. Du coup, t'es en retard,
tu prends la route, tu avais oublié de faire le plein, tu arrives à la pompe, et là la pompe elle est fermée, donc il faut que tu fasses un détour, ensuite il y a des gens qui n'avancent pas sur la route, c'est une catastrophe, et donc au fur et à mesure ton stress monte, parce que tu sais que tu vas vraiment finir par être vraiment en retard au travail ou à ton rendez-vous. Et là, au moment où tu arrives à ton rendez-vous, il suffit qu'il se passe n'importe quoi, et ça va exploser. Alors que, si dès le début, dès le matin, ça s'est bien passé, tout coulé, t'as passé des super bons moments, t'étais contente, t'étais détendue, et bien même si tu vis les mêmes événements, si tu as déjà accumulé plein de positifs le matin avant que ça se passe, ou que tu as réussi à gérer les stress au fur et à mesure, ton niveau de cortisol est beaucoup moins monté, il y a une beaucoup moins grande escalade, et donc il y a toutes les chances que tous les événements que tu vas vivre, même si tu vis les mêmes, tu les vives beaucoup mieux. Bien ton cheval, c'est pareil. Si dès son plus petit stress, tu l'aides à redescendre en pression, à retrouver complètement le calme, et là, il faut vraiment s'appuyer sur la lecture du cheval, avoir tous les signaux de retour au calme sur son visage, dans sa posture, dans sa façon de bouger, dans sa disponibilité, son attention à tes demandes, etc. Eh bien, tu vas voir que même si vous allez vous retrouver dans les mêmes conditions, avec les mêmes événements, ton cheval va beaucoup moins monter en stress. Et pour moi, la vraie sécurité dans le rapport avec le cheval, elle provient de ça, de cette capacité à l'écouter, de cette capacité à le rassurer, à l'aider à retrouver son calme et du coup de cette capacité à s'adapter à chaque instant à ses besoins et à son état émotionnel. Et évidemment, à certains moments, on va pouvoir se dire, bon, je vois que son état de stress est vraiment élevé là, je suis pas sûre d'avoir la capacité de le faire redescendre, ou même j'observe que je n'arrive pas à le faire redescendre suffisamment aujourd'hui, peut-être parce qu'il y a une tempête ou je ne sais quoi, ou peut-être parce que moi, je ne suis pas suffisamment relâchée pour lui partager un calme vraiment profond, pour pouvoir réellement respirer avec lui et pour pouvoir réellement me sentir en sécurité dans cette situation. Et dans ce cas-là, bien tout simplement au lieu de partir faire la balade ou faire le cours ou avoir n'importe quelle interaction montée avec le cheval, eh bien je vais me dire non, en fait, là, si le cheval n'est pas redescendu en stress, et moi non plus, eh bien, ça sert à rien d'y aller. Et quand on arrive à avoir cette approche, on va éviter les accidents. Parce que, honnêtement, si tu réfléchis aux différentes fois où tu as eu des accidents à cheval, combien de fois, vraiment honnêtement, tu n'avais pas senti le truc avant? Combien de fois tu t'étais pas dit ah non, mais je devrais pas y aller, je le sens pas? En réalité, on le sent toujours, on a toujours des signaux. Alors oui, il y aura toujours des gens pour me dire que dans 1% ou dans 0,00001% des cas, il se peut que surgisse de nulle part quelque chose d'effroyable qui fait réagir le cheval alors qu'en fait il était parfaitement détendu avant. C'est une possibilité. Le vivant, ça peut réagir de façon totalement inattendue à des événements totalement inattendus. C'est jamais 100% safe, on est d'accord, mais n'empêche que dans 99% des cas, voire plus, on a déjà senti qu'il y avait un stress chez le cheval qu'on n'a pas réussi à gérer bien avant que le cheval explose. Et donc, dans ces cas-là, d'avoir eu un mort ou pas, ça n'aurait rien changé du tout. Deuxième chose sur laquelle repose la sécurité avec le cheval, c'est la préparation. Parce que très souvent, quand on a des difficultés à cheval, on avait déjà des difficultés avant, à pied, dans la relation, dans la communication. Et très souvent, quand on arrive à un moment donné où le cheval va vraiment monter en stress et où on se dit, éventuellement si on en utilise un, heureusement que j'ai un mort, eh bien en fait, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été préparées au départ et on est allé trop vite. C'est rare que tout de suite on se retrouve sans aide aucune sur un cheval dans une situation hyper stressante. Parce que d'abord, il y a eu tout l'échange avec lui, on est allé le chercher, on l'a préparé, on a travaillé un petit peu à pied, on s'est mis en selle, on a commencé à communiquer, et en fait, très très souvent, il y a des choses qui n'ont pas été bien faites, des bases qui n'ont pas été bien acquises, des moments où on est allé trop vite. Par exemple, on va en balade en extérieur, alors que la communication n'est déjà pas claire en carrière, dans un espace clos et donc plus sécurisé. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce qu'en fait, si la communication n'est pas complètement claire avec ton cheval et que tu te retrouves en extérieur avec lui, confronté à une situation stressante, ton cheval ne va pas être en capacité de réfléchir à ce que tu es en train de lui baragouiner alors qu'il est en stress. Même chose que toi. Si tu es dans un processus pour apprendre une langue étrangère, mettons que tu apprends le russe,
Mettons que tu connais déjà deux trois mots de russe, mais pas plus. Et tu pars, je sais pas, dans la forêt amazonienne avec quelqu'un qui parle uniquement le russe. Au moment donné où tu vas commencer à stresser, parce que vous êtes de plus en plus profond, que tu n'as aucune idée d'où vous vous situez et que tu entends des bruits vraiment suspects autour de toi, ne sachant pas quels animaux vivent là et quels dangers peuvent planer sur vous, ton stress va commencer à monter, 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 mais au moment donné où tu vas être vraiment stressé, est-ce que tu vas être en capacité d'essayer de te concentrer pour comprendre ce que ce gars qui parle russe est en train d'essayer de te dire alors que tu connais que 3 mots de russe? À mon avis, tu n'arriveras pas à te concentrer. Et il y a quand même des chances que tu te dises que tu vas te débrouiller tout seul et juste faire demi-tour et rentrer chez toi par tes propres moyens plutôt que d'essayer de le comprendre. Ton cheval, c'est exactement pareil. Si vous vous retrouvez en situation de stress et qu'il ne te comprend pas, il va se dire, alors en fait, c'est tellement pas clair ce que tu es en train de me dire là-haut que tu es juste un problème de plus et un stress de plus. Donc, il ne va pas te prendre en compte. Il va compter sur lui-même et il va prendre par lui-même ses décisions pour se mettre en sécurité et du coup, sa décision, c'est la plupart du temps la fuite. Donc soit la fuite tout court, on s'emballe, on réfléchit pas, soit on rentre au galop à l'écurie. Et ça vient d'un manque de préparation. En plus, toi, il se peut très bien que ça augmente encore plus ton stress de te rendre compte que tu n'as pas la capacité de communiquer avec lui. Et tout ce stress-là, et l'accident potentiel que vous allez avoir, aurait pu être évité si tu avais pris le temps nécessaire pour t'assurer que ton cheval et toi, vous vous compreniez déjà bien dans un cadre sécurisé. Donc la sécurité, elle va reposer sur la capacité à lire le cheval, sur la capacité à rassurer le cheval quand il en a besoin, sur la capacité à lire la situation générale et du coup à s'adapter, à faire des choix conscients. Est-ce que je vais continuer dans cette situation parce que je sens que c'est bon, je peux m'en sortir, le cheval peut encore descendre dans son stress, moi je suis encore calme, je peux encore gérer, ou alors au contraire, je vais m'arrêter là parce que je sens que moi je n'arriverai pas à gérer, je suis pas en capacité de gérer cette situation aujourd'hui. Et elle repose aussi sur une bonne préparation, qui fait que à chaque fois que tu passes à une étape supérieure, tu le fais parce que tu sais, tu as confiance dans le fait que les bases précédentes ont été bien acquises. C'est ça qui fait qu'on est en sécurité avec un cheval. Ce n'est pas le fait d'avoir un objet suffisamment coercitif dans sa bouche ou sur sa tête pour le contrôler. Le contrôle, ça donne une illusion de sécurité, mais ça donne jamais une réelle sécurité. La vraie sécurité, elle ne vient que de la lecture du cheval, de la capacité à communiquer avec lui, de façon à se faire correctement comprendre, de façon à lui ramener le calme et la capacité à s'adapter et à faire des choix conscients en fonction de ce qu'on arrive à lire et à percevoir de la situation. Et si on apprenait ça, on éviterait énormément d'accidents avec les chevaux. Je me souviens, c'est un client qui m'avait fait cette réflexion. J'ai travaillé avec un cheval qui était très compliqué au montoir. On me l'avait emmené en rééducation parce qu'il fallait être 2 ou 3 pour le tenir, pour pouvoir se mettre dessus quand on voulait le monter. Alors déjà j'avoue que moi j'ai un peu de mal à comprendre qu'on insiste à vouloir monter sur un cheval qu'il faut être plusieurs à tenir et qu'il faut coincer contre un mur, etc. Puisqu'on sait que de toute façon, à partir du moment où on va être dessus ensuite, ça peut pas très bien se passer. Donc déjà si on te dit que le cheval doit être tenu par 1 ou 2 personnes pour que tu mettes tes fesses dessus, évite. T'éviteras beaucoup de problèmes et d'accidents. Ceci dit, le cheval arrive donc chez moi et je passe du temps à travailler avec lui, d'abord en liberté au pré, jusqu'à ce qu'il soit en capacité de jouer avec moi, au pas, au trot, avec un peu de galop, qu'on puisse faire des changements de main fluides, qui viennent vers moi quand je le rappelle, etc. Vraiment la base pour être sûr qu'on se comprend et qu'on a envie de travailler ensemble. Et puis ensuite, je reprends le montoir depuis le début, en licol tranquille, accru d'abord, avec le cheval dans ma carrière où j'ai pris le temps de le poser, de lui montrer l'environnement pour être sûr qu'il est ok, qu'il se sent bien, détendu, en prêtant vraiment attention à chaque fois à son état émotionnel et en lui montrant que je ne passerai jamais à l'étape suivante tant qu'il ne se sentira pas complètement relâché et que je vais être à l'écoute de chacun de ses signaux. Donc je fais d'abord ça, accru, tranquille, depuis un montoir. Ensuite j'ajoute le tapis, la selle, etc. en vérifiant bien évidemment que le cheval est parfaitement ok avec cet équipement. Et ensuite, je retravaille ça dans la même recherche de qualité, de relâchement total du cheval, avec la selle,
Bien sûr, après, on se met en mouvement, je vérifie que tout se passe bien au moment donné où on se met en mouvement, qu'on peut tranquillement évoluer ensemble dans cette carrière en toute confiance, bien relâché. Et une fois que c'est OK, je dis à mes clients que c'est bon, leur cheval est OK avec le montoir, mais je leur explique que par contre, il va falloir que eux, ils apprennent aussi à lire leur cheval qui est quand même très sensible, à écouter ses signaux et que eux aussi arrivent à le convaincre que il va être écouté dans cette interaction et qu'il va être respecté. Donc il y avait 2 personnes qui montaient ce cheval, une adulte et une jeune fille, enfin une jeune fille, une petite fille, qui devait avoir, je ne me souviens plus exactement, mais une dizaine d'années. Et donc d'abord l'adulte vient, donc je lui explique tout, je lui transmets complètement le processus que j'ai mis en place, je lui apprends à lire les réactions du cheval et à voir à quel moment il est stressé ou pas, comment faire quand il est en stress pour le faire redescendre, etc. Et du coup, je lui transmets vraiment tout ça pour qu'elle puisse, elle, prendre en charge émotionnellement son cheval et le montoir et du coup aussi ses ressentis pendant la monte. Et ensuite, on fait une autre séance un autre jour évidemment avec la petite. La petite accompagnée par son père et au moment donné où elle va pour s'approcher de son cheval et se mettre en selle, je vois qu'elle emmène vraiment pas large. Donc déjà, je commence par la rassurer sur le fait que c'est normal qu'elle ait peur parce qu'elle a eu des mauvaises expériences avec ce cheval. C'est normal qu'elle doute parce qu'elle n'a pas encore eu l'occasion de voir comment le cheval avait évolué maintenant, que c'est totalement légitime, que tous les cavaliers un jour dans leur vie ont peur. Parce que ça c'est quand même un truc, il faut arrêter de dire aux enfants qu'il ne faut pas avoir peur parce qu'ils ont totalement raison la plupart du temps quand ils ont peur, c'est totalement justifié. Enfants et adultes, on a le droit d'avoir peur. La peur, c'est une émotion qui est là à la base pour nous indiquer quand on est sur le point de faire quelque chose qui pourrait mettre notre vie en danger. Donc heureusement qu'elle existe et il faut être en capacité de l'écouter et ensuite de raisonner et décider si c'est une peur légitime ou non et travailler là-dessus. Donc je la rassure déjà là-dessus et je la rassure aussi sur une deuxième chose qui est que moi je ne la forcerai jamais à faire quoi que ce soit avec un cheval qu'elle n'ait pas envie et qu'elle ne ressente pas complètement à l'intérieur comme étant ok. Parce que ça, c'est aussi un truc qu'il faut qu'on arrête de faire, c'est de forcer les gamins à monter sur des chevaux alors qu'ils ont la peur au ventre. Je trouve que c'est complètement con et contre-productif et que ça les mène aussi à avoir des accidents et à ne plus du tout avoir envie de s'approcher de ces animaux. Ce sera un sujet pour un autre épisode. Mais je prends le temps de vraiment gérer ça avec elle pour qu'elle se relâche, elle a quelques larmes qui coulent, etc. Je lui dis que c'est ok, qu'il n'y a pas de souci, pour qu'elle se sente parfaitement bien. Bon, voilà, gestion de l'émotionnel de la petite cavalière. Et ensuite, je lui apprends à lire les signaux de son poney, de son cheval, à voir à quel moment il est un petit peu en stress, un petit peu en doute. Je lui explique, tu vois, là, comme il a senti que tu avais stressé, ben lui, ça l'a un petit peu tendu. Je lui montre comment regarder sur son visage, ce qui se passe, regarder sa posture, comment lire tout ça. Et je lui explique le même processus que j'ai expliqué à la personne adulte qui montait le cheval, jusqu'à ce qu'elle se sente parfaitement en sécurité, qu'elle se sente en confiance et qu'elle me dise qu'elle est ok pour commencer ce montoir. On le fait ensemble, tranquillement. Je lui explique comment attendre une fois qu'elle est en selle, chercher de nouveau le relâchement de son cheval et son relâchement à elle, respirer complètement, se détendre complètement pour lui montrer que tout va bien, qu'il est en sécurité, que ça va bien se passer. Et ensuite, comment continuer à garder cette écoute et à garder ce lien, cette respiration, ce calme quand elle est avec lui en mouvement. Et pendant tout ce temps-là, le père est resté regarder et écouter, il n'est pas du tout intervenu, il m'a parfaitement fait confiance là-dedans, donc ça c'est cool. Il a été super sympa, il a trouvé ça super intéressant, et lui, chose intéressante, ne montez pas à cheval. Chose intéressante parce que, étrangement, les gens qui ne montent pas à cheval et qui n'ont pas été conditionnés à tout un tas de choses, à accepter tout un tas de choses, comme justement le stress, le manque de communication, la violence très banalisée dans le monde du cheval, etc. Eh bien ces gens-là, j'adore discuter avec eux parce qu'ils ont toujours une vision du cheval qui est hyper, comment dire, intelligente, en fait, tout simplement. Une vision beaucoup plus intéressante du cheval et de l'équitation, beaucoup plus intelligente que nous autres cavaliers qui sommes le fruit de tout un tas de conditionnements. Ils remettent en question des choses que beaucoup de cavaliers n'ont jamais questionnées depuis le premier jour où ils ont appris à monter à cheval. Et ça, j'adore. Donc, lui, il regarde tout ça et il me dit « Mais c'est génial. En fait, je pense que si tout le monde apprenait ça
avant de monter sur un cheval, il y aurait beaucoup moins d'accidents. Et je me suis dit, mais en fait oui, il a complètement raison. On devrait tous apprendre ça. Moi, c'est ma vision des choses quand je suis avec les chevaux. C'est de toujours faire passer en premier leur ressenti, leur bien-être, leur relaxation. Ce qui fait que j'arrive à travailler avec des chevaux qui sont dits dangereux, avec des chevaux qui sont dits agressifs, qui ont envoyé des gens à l'hôpital, etc., sans avoir, moi, de problème. Là, je viens aussi, par exemple, de commencer, je pourrais même pas dire la rééducation, mais l'éducation d'une jument qui a fait un petit peu de course quand elle était vraiment petite, jusqu'à 4 ans, et ensuite, elle n'a plus rien fait jusqu'à l'âge de 12 ans. Et elle nous a été présentée à ma partenaire et moi comme une jument rétive, une jument difficile. Et en fait, on a commencé son éducation avec mes élèves de la formation d'éducation équine bienveillante. Et nous, on a juste vu une jument géniale. Pas à un seul moment, elle n'a fait preuve du moindre signe d'opposition. Elle a été vraiment juste parfaite. Et pourtant, les gens là-bas ont décidé de ne rien faire avec elle et de ne même pas la faire reproduire ni quoi que ce soit, parce qu'elle était trop compliquée à gérer, trop difficile. Et en fait, nous, on adore cette jument. Elle est juste géniale, elle a des capacités de fou. C'est justement une assurance vie, dans le sens où elle est hyper stable. Elle est arrivée chez nous un samedi, elle a commencé à travailler le mercredi avec mes élèves dans le manège qu'elle connaissait pas alors qu'on était en alerte rouge avec la tempête Nils qui nous arrivait en plein dessus. Et c'est elle qu'on a choisi après avoir échangé un peu avec elle le matin dans le manège pour la reprendre toute seule l'après-midi parce que les conditions étaient tellement terribles que les autres chevaux étaient vraiment en stress. Et elle était là dans le manège, toute seule avec nous, hyper confiante, super détendue et relâchée. Ensuite, on a fait l'entraînement émotionnel, on est passé sur des bâches, on a joué avec des drapeaux, avec différentes choses. Elle a été hyper détendue, hyper géniale. On a posé la selle, tout s'est super bien passé. Il s'est passé 15 jours depuis qu'elle est avec nous. On a fait, comme elle n'est pas débourrée, elle a fait de la course attelée, je précise, donc c'est une trotteuse. Donc ils ne sont pas débourrés sous la selle. Et donc on a fait notre premier montoir et tout s'est hyper bien passé, tellement qu'on a pu déjà trotter dès la première séance. La jument, elle est juste génialissime. Donc si jamais tu cherches une jument génialissime qui aura appris à jouer en liberté avec les humains, à aimer les interactions avec eux et à être montée sans mort, parce qu'on va quand même y revenir au sans mort, et à être montée sans mort en toute confiance et qui n'a peur de rien, qui est hyper cool et hyper confortable, n'hésite pas à revenir vers nous. Ceci étant dit, je travaille avec ces chevaux et je n'ai aucun souci avec eux parce que justement mon approche est basée sur l'écoute du cheval et de ses signaux. Tellement que parfois j'en oublie que c'est complètement différent dans beaucoup d'autres approches. Mais en réalité, comme mon client me l'a fait remarquer, si tout le monde apprenait comme ça, si tout le monde basait son approche sur une lecture du cheval, sur la prise en compte de ses émotions, sur le fait d'apprendre à le calmer, à le relâcher, à lui donner confiance, à lui donner envie d'échanger avec nous, déjà on prendrait beaucoup plus de plaisir. Parce qu'on aurait beaucoup moins de cavaliers qui montent avec la peur au ventre, et puis il y aurait effectivement beaucoup moins d'accidents. Ce qui nous amène de nouveau au fait que, mort ou pas mort, ça ne change rien en termes de sécurité. Par contre, ce qui change quand il y a un mort, c'est la capacité que l'on a à faire mal au cheval. Un mort, je pense que maintenant, le débat peut être clos. Il y a certaines choses sur lesquelles on peut se dire, ce sont des opinions que j'ai, certaines choses qui sont avérées. Un mort, c'est un bout de métal posé dans la bouche hyper sensible, hyper innervé du cheval. Ça fait mal. Il y a même une étude qui est récemment sortie là-dessus, qui a touché un petit peu tous les pays, tous les étages de l'équitation, et on est ok, maintenant c'est indubitable, on ne peut plus le remettre en cause, c'est un fait. Un morceau de métal dans la bouche d'un cheval, c'est un potentiel à lui faire mal, qu'on lui fasse mal aux barres qui parfois peuvent même être fracturées sous la tension du mort, qu'on lui fasse mal à la langue, qu'on vienne écraser sa langue contre des surdents qui n'ont pas été gérés et qui viennent le blesser.
il y a un million de façons de lui faire mal, qu'on le fasse pointer le canon, la brisure dans son palais, enfin, qu'on lui arrache les commissures. J'ai vu de ces choses, hein, des chevaux avec les bouches en sang, j'en ai vu. Je pense que vous en avez tous vu et on en voit assez comme ça sur les réseaux et lors des concours, des événements, etc. On le sait, c'est un fait. Un mors, c'est une capacité vraiment accrue de faire mal au cheval. Évidemment, quand le cheval a une enhasure, on dit embouchure pour un filet, un outil, un harnachement. Avec un mors, on dit enhasure quand il n'y a pas de mors, puisque c'est posé sur le nez, ça entoure le nez, d'où le nom enhasure. Une enhasure aussi, on peut faire mal avec, alors ne venez pas, s'il vous plaît, me parler de licol en corde. Je n'utilise pas ce genre de matériel et monter sans mors, ça ne veut pas dire monter avec un licol en corde, puisqu'il est évident qu'avec la finesse de la corde, avec les nœuds qui sont juste sous les zygomatiques, etc., c'est aussi un outil qui peut être coercitif. Moi, je parle de monter avec une enhasure confortable, bien réglée, bien ajustée, évidemment. Et il est clair que quand on a une enhasure confortable, on a quand même beaucoup moins de capacité à faire mal au cheval. Alors évidemment, si on est une grosse brute, évidemment, si on tire comme un fou, on va lui faire mal. Mais si tu n'es pas convaincu de la différence, je te propose un petit test. Tu vas chez Decathlon par exemple, tu prends leur enhasure, ils en ont vraiment pas cher, je n'ai aucun intérêt à vous le dire, mais ils en ont qui sont pas chers et qui sont très bien. Tu prends la partie enhasure, tu la mets sur ton tibia, en ayant remonté ton pantalon, évidemment, pour qu'elle soit vraiment bien sur ton os. Et là, tu tires comme une barbare des deux côtés, en venant à appuyer cette enhasure sur ton tibia. Tu notes la douleur, l'inconfort qu'il peut y avoir. Ensuite, tu fais la même chose, avec un filet, avec un mors, sur ce tibia. Et ensuite, tu viens, tu me trouves quelque part, tu me regardes dans les yeux et tu me dis, tu me jures que tu n'as pas eu plus mal avec le mors sur ton tibia. Fais l'expérience et ensuite, je suis sûre que tu ne viendras jamais me dire, en me regardant dans les yeux, que tu n'as pas senti de différence. Et si tu viens me le dire, on refera le test ensemble et c'est moi qui tirerai dessus pour te montrer la différence parce que je pense que tu ne l'auras pas fait vraiment parce que ça voudra dire que tu n'étais pas encore prête à accepter ça. Mais c'est un fait. Le mors, c'est une capacité incroyablement plus grande à faire souffrir le cheval que l'enhasure et c'est aussi là-dessus que repose cette idée d'avoir un meilleur contrôle du cheval. Un contrôle par quoi, à ton avis? Par la douleur, évidemment. Donc, la problématique que j'ai avec le mors, c'est que avec un mors, on peut faire mal. Je suis d'accord que tous les cavaliers ne vont pas forcément défoncer la gueule de leur cheval avec un mors. C'est pas ce que je dis. Mais ils en ont le potentiel. Et la problématique, c'est que la grande majorité des cavaliers ont une main instable. Et tous les cavaliers sont des primates. Nous sommes des primates, ce qui veut dire que quand nous avons peur, nous nous agrippons. Et en l'occurrence, un cavalier qui a peur s'agrippe à la bouche de son cheval et il tire dessus. Un cavalier qui a l'impression de ne plus avoir le contrôle va s'agripper et va tirer quoi qu'il en soit. Et un cavalier qui rebondit dans sa selle, un cavalier qui a la main qui se balade, il va donner des coups dans ses rênes qui sont reliés à son mors et il va faire mal à la bouche de son cheval, c'est un fait. Donc pour moi, monter sans mors, c'est de toute façon une option qui s'avère moins dangereuse pour le cheval. C'est-à-dire qu'avec une enhasure, le cheval va moins souffrir de toutes nos erreurs de cavalier. On va avoir moins de capacité à lui faire mal sans le faire exprès. En le faisant exprès aussi, on est d'accord, mais sans le faire exprès, on aura moins de chances de lui faire mal, ce sera plus confortable pour lui. Et donc pour moi, tous les cavaliers devraient apprendre à monter à cheval sans mors. Justement pour ça. Parce qu'il faut du temps pour avoir une bonne assiette. Il faut du temps pour être capable d'avoir un contact léger avec les rênes, donc avec le nez du cheval ou sa bouche. Ça se développe, ça prend du temps. Et un débutant, pour moi, ne devrait jamais avoir un mors dans la bouche du cheval. C'est trop potentiellement douloureux pour le cheval. De la même façon qu'un cheval qui n'a pas encore été éduqué sous la selle ne devrait pas avoir un mors dans la bouche. Parce que des fois, quand on débourre un cheval, eh bien, il peut arriver que le cheval ait d'un coup un stress. Il peut arriver que tout d'un coup le cheval dise non, qu'il s'irrite, que c'est possible. Normalement pas s'il y a une bonne préparation, mais ça peut arriver. Et si ça arrive, eh bien, on n'a pas envie que le cheval ait un mors dans la bouche et qu'il se fasse mal. Donc, la grande majorité des gens qui débourrent bien les chevaux, de toute façon, même s'ils sont pro-mort, commencent sans mort.
Parce que le jeune cheval sans éducation, on ne veut pas qu'il se fasse mal dans la bouche parce qu'il va avoir des réactions avec sa tête, des réactions contre une tension ou autre. Donc pour moi, tous les chevaux devraient débuter sans mort et tous les cavaliers devraient débuter sans mort. Ça rendrait l'équitation beaucoup plus confortable pour le cheval. Alors après, on va me dire oui, d'accord, mais il n'y a pas beaucoup de centres équestres qui proposent encore ça et en plus qui ne le proposent pas avec des licoles en corde. Je suis d'accord. Je n'ai pas de solution là tout de suite pour régler toutes ces problématiques, c'est-à-dire que je ne peux pas d'un seul coup claquer des doigts et créer un centre équestre parfait dans chaque région qui va permettre d'apprendre une super approche du cheval et proposer des chevaux sur lesquels on va pouvoir apprendre l'équitation sans mort, c'est clair. Mais à un moment donné, c'est une question de valeur qui se pose. Est-ce que tu préfères aller apprendre à monter à cheval une fois par semaine dans une structure où le bien-être du cheval est secondaire, et donc passer par-dessus tes valeurs et potentiellement faire mal aux chevaux, monter des chevaux qui vont avoir des douleurs dans la bouche, qui vont avoir peut-être des selles mal adaptées, qui vont avoir des fers, qui vont vivre dans un box, qui vont tout ça, avoir des ulcères qui sont pas pris en compte parce qu'on va te dire que de toute façon 80% des chevaux en ont, donc à quoi ça sert de les traiter? Oui, j'ai déjà entendu ça, je parle en connaissance de cause. Ou est-ce que tu préfères te dire je vais chercher et trouver, parce qu'il en existe, une structure où je vais pouvoir apprendre à communiquer avec le cheval, d'abord à pied dans le respect, dans l'écoute, et ensuite où je vais pouvoir apprendre à communiquer avec lui en selle, dans le respect et dans l'écoute, même si pour ça je dois faire plutôt sous forme de stage de temps en temps, mais je respecte mes valeurs, je respecte mon cheval, c'est aussi une option. Et pour moi, c'est la meilleure. Alors je sais, je suis idéaliste, mais je pense que c'est aussi ça qui me permet de chercher à être toujours au plus proche de mes valeurs, au plus proche de mes idéaux. Je sais qu'un idéal, c'est juste un but à atteindre et que on ne peut pas toujours être 100% à son idéal, mais moi, je suis quand même persuadée que ça te donne une direction et que plus tu tends vers cet idéal, plus tu restes fidèle à tes valeurs et mieux tu te sens à la fin du compte. Surtout que le cheval, qu'est-ce que ça va lui apporter que tu viennes être en relation avec lui si tu n'es pas en capacité de le faire en étant respectueuse de sa nature de cheval, de sa personnalité, de ses besoins, de ses émotions. Donc, personnellement, j'ai toujours fait le choix de mettre en avant le bien-être des chevaux et ma capacité à les écouter et la capacité de la personne qui était en face de moi à les écouter, ce qui fait que oui, c'est vrai, j'ai beaucoup appris sur le tas, toute seule avec des chevaux, parce que je ne trouvais personne, à part mon chéri maintenant, mais parce que je ne trouvais personne qui soit à la hauteur de mes idéaux et qui ne me demande pas d'arracher la bouche des chevaux et de leur défoncer les côtes avec des éperons ou des coups de talon et d'aller en force, etc. Et donc, j'ai préféré faire mon chemin toute seule, mais en tout cas, aujourd'hui, ça m'a permis de développer une approche du cheval qui est en cohérence avec mes valeurs et que je me sens en capacité de transmettre parce que je sais qu'elle permet d'être en lien avec le cheval en lui donnant une vraie envie d'être avec nous, en respectant sa nature de cheval, en respectant son individualité, sa personnalité, son équilibre, etc. Et moi, je préfère ce choix-là. J'ai toujours fait ces choix-là. Alors ça reste vraiment une question de valeur. Est-ce que tu veux rester vraiment fidèle à tes valeurs et chercher la structure qui va être adaptée ou pas? Ça, c'est à toi de juger. Chacun met son curseur à différents endroits et c'est entre toi et toi-même. Moi, ça ne me concerne pas, je te donne les informations, je te donne mon point de vue et après tu en fais ce que tu veux. Mais en attendant, pour moi, c'est vraiment ce chemin qui va permettre de développer une équitation aussi éthique que possible, aussi douce que possible vers le cheval. Et donc, pour moi, oui, une équitation sans mort, c'est une équitation plus douce. De base parce que l'outil est plus doux de toute façon. Et aussi parce que très souvent, quand on a une recherche vers le sans mort, c'est qu'il y a toute une recherche globale autour. La plupart des gens qui montent sans mort vont monter des chevaux pieds nus, qui vivent dehors avec leurs congénères, avec un accès en permanence à un fourrage de qualité, donc que ce soit du foin, de l'herbe, etc., qui ont une bonne alimentation, qui sont suivis régulièrement par tous les types de professionnels de la santé qui sont possibles et imaginables, et ils ont une approche respectueuse du cheval, de ses ressentis, etc. Généralement, c'est un peu un package. Donc oui, l'équitation sans mort est une équitation plus respectueuse du cheval, dans tous les cas.
que la personne qui la pratique soit réellement plus respectueuse du cheval ou pas. De toute façon, l'outil fait moins mal. Donc pour moi, de toute façon, ce n'est pas une mode, c'est quelque chose qui devrait et qui va sûrement se généraliser dans les années à venir pour le bien, le plus grand bien des chevaux. Et je pense que de plus en plus de structures maintenant vont commencer à proposer un apprentissage de l'équitation sans mort. Donc bientôt, il y aura beaucoup moins cette problématique des valeurs qui, pour l'instant, c'est vrai, est présente. Mais il faut bien se dire que l'offre doit s'adapter à la demande. Plus un grand nombre de cavaliers vont être demandeurs d'une approche bienveillante du cheval, d'une approche douce du cheval, respectueuse du cheval, plus les structures vont être obligées de s'adapter et de se mettre à jour pour proposer ces approches. Donc de toute façon, à un moment donné, il faut être capable de mettre sa limite et de dire « je n'irai pas à cet endroit, je n'irai pas apprendre cette approche-là qui n'est pas assez respectueuse du cheval à mon sens ». Et c'est comme ça qu'on va réussir à faire bouger les choses. En attendant, toi de ton côté, tu peux en tout cas faire le choix, si tu as ton propre compagnon, faire le choix de passer au sans mort si ce n'est pas déjà fait. Et alors, tu vas me demander comment fait-on une transition sans mort ? Eh bien, on reprend du début, comme si le cheval n'avait jamais été débourré, et on lui explique comment ça fonctionne, sans mort, tout simplement. De toute façon, moi c'est ce que je fais à chaque fois que je reçois un cheval et que je dois travailler un cheval sous la selle. Je reprends tout depuis la base, à pied, depuis le premier contact au pré, parce que ça me permet de vérifier tout ce qui peut être amélioré dans les bases et de vérifier que mon cheval est, enfin le cheval, puisqu'en l'occurrence c'est pas le mien en général, que le cheval avec lequel j'échange est parfaitement ok avec le fait que je le mette en selle. Et une fois que je suis en selle, je reprends toute la communication. Comment on fait pour se mettre en avant, comment on fait quand on s'arrête, comment on fait pour tourner, la direction, etc. Et du coup, pour faire un passage d'une équitation avec mort à une équitation sans mort, c'est ce que je te conseille. Reprends depuis la base, vérifie depuis le premier contact du cheval, jusqu'au moment où tu le prépares, jusqu'à votre échange à pied, jusqu'au montoir, et ensuite tu reprends et tu lui réexpliques tout. Comment ça fonctionne sans mort. Et si tu suis ces étapes, tranquillement, que tu reprends bien tes bases, que tu prends le temps de lui réexpliquer, tout se passera très bien. À partir du moment où ton échange est basé sur une écoute du cheval, de ses ressentis, de ses besoins et une adaptation à ses besoins. Alors évidemment, si tu n'as pas l'habitude, ça peut être quand même beaucoup plus sécure et je te le conseille de te faire accompagner par quelqu'un qui a l'habitude de travailler sans mort. Et tu verras aussi que ce sera peut-être l'occasion d'apprendre, de remettre en question certaines choses que tu as apprises de ton équitation et d'apprendre de nouvelles choses, comme par exemple à ne plus utiliser ta reine intérieure et à utiliser ta reine extérieure et ta jambe intérieure, à utiliser beaucoup plus ton assiette. Voilà, il y a plein de nouvelles choses que tu vas pouvoir mettre en place et effectuer une transition du travail en mort au travail sans mort, ça peut être une super occasion pour le faire. Ça peut aussi être une super occasion pour aider ton cheval à réassocier quelque chose de positif avec la monte si c'est quelque chose qu'il n'apprécie pas. Si au moment donné où tu vas chercher ton cheval au pré, tu prends avec toi ton embouchure et que ton cheval tourne les talons, tu sais tout de suite que ça lui plaît pas forcément d'avoir ça dans la bouche. Donc peut-être que c'est juste de l'avoir dans la bouche qui ne lui plaît pas, mais peut-être aussi que ce qui suit, ce qui se passe quand vous êtes en selle, ne lui plaît pas non plus. Et là, le fait de faire une transition sans mort, ça te permet de venir avec un matériel différent, une proposition différente et de voir comment tu peux reconstruire avec lui un intérêt commun pour la monte. Ton cheval et toi, vous n'avez que des choses à gagner à passer au sans mort et à en profiter pour revoir vos bases et à remettre à jour votre façon de communiquer. Donc c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire si tu avais encore des doutes, si tu avais encore des freins par rapport à ce passage, à cette transition du mort au sans mort, et bien vraiment, je t'encourage à te lancer. Tu verras que ça ne pourra que vous amener vers une meilleure communication, vers une plus belle relation et vers davantage de plaisir à partager des moments ensemble quand tu montes ton cheval. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Le cheval devrait aussi trouver ça chouette quand on le monte. Ça ne doit pas être seulement un plaisir pour le cavalier, ça doit être aussi un plaisir pour lui. Et pour moi, il n'y a pas de meilleur test pour savoir si c'est un plaisir pour ton cheval que, évidemment, ne pas utiliser de friandises, puisque sinon c'est un peu biaisé, et que d'aller voir ton cheval directement avec un matériel qui n'est utilisé que pour la monte, en liberté au pré, et de voir
s'il vient et s'il a envie que tu le lui passes quand même. Donc essaie, va vers ton cheval, que tu montes avec ou sans mort, d'ailleurs ça te sera utile aussi comme expérience, avec le matériel, donc embouchure ou en azur que tu utilises pour le monter, et observe sa réaction. Si ton cheval ne vient pas avec le même enthousiasme que quand tu as juste un licol, ou que tu n'as rien dans les mains, ou si ton cheval ne vient pas du tout, ou s'éloigne, ou qu'il a ne serait-ce qu'un mouvement de retrait, où il va tourner le visage, tourner l'encolure, eh bien, tu sais qu'il y a des choses à retravailler de ce côté-là. Donc fais ce test, et si tu ne l'as pas encore fait, vraiment, je te conseille d'essayer la transition sans mort. Tu verras, tu en seras plus que satisfaite, et ton cheval également. Moi, je suis vraiment absolument convaincue de cette recherche. Alors après, oui, il reste encore une objection que l'on pourrait me faire, qui est que on va manquer de précision avec une embouchure, avec une en azur par rapport à la précision qu'on aura avec une embouchure. Il est certain que la problématique des en azur, c'est que si on veut les laisser relativement lâches sur le nez du cheval pour que le cheval se sente confortable dedans, eh bien c'est pas hyper précis, c'est clair. Mais en même temps, moi ce qui m'intéresse, c'est de développer une équitation qui soit posturale, avec un cheval qui comprend des aides subtiles de mon assiette, et que du coup mon cheval soit capable de se porter tout seul. Donc je veux pas avoir à triturer et bouger des choses dans la bouche pour que le cheval se déplace, puisque je recherche vraiment un cheval qui se porte par lui-même, une équitation qui soit légère. Donc, d'une part, je me dis, ça c'est aussi un de mes idéaux, j'ai envie d'y arriver sans mort, j'ai pas envie de me dire, je vais être obligée de mettre un mort et allez, je vais prendre un raccourci pour pouvoir trifouiller dans la bouche, etc. C'est ma recherche. Et puis, d'autre part, je pense aussi que quand même un très grand nombre de cavaliers ne vont jamais avoir besoin de la précision dont on a besoin pour faire un appui au galop avec leur cheval. Si c'est pour faire juste un petit peu de direction, s'amuser sur des petits parcours, aller en extérieur avec le cheval, je doute qu'on ait vraiment besoin d'une précision ultime. Donc, à mon avis, si tu es cavalier de loisir, ou même si tu veux aller vers un petit peu de compétition, mais que tu ne vises pas les Jeux Olympiques, tu peux tout à fait t'en sortir sans mort. Et il y a d'ailleurs des gens qui vont aller sans mort jusqu'au piafé ou des exercices vraiment de haute école avec leurs chevaux. Donc, ils nous prouvent que ça fonctionne. Donc je pense que c'est un point de vue, mais que vraiment ce n'est pas la première difficulté que tu vas rencontrer dans ton voyage de cavalier de rechercher cette précision-là. Et je pense aussi que quand on arrive à rechercher ce type de précision, on a déjà bien travaillé son assiette, bien travaillé sa main, et on a du coup beaucoup plus de chances de pouvoir utiliser cet outil qu'est le mors sans faire mal à son cheval. Donc là, on n'est vraiment plus au même niveau de problématique. En attendant, pour ce qui est vraiment de l'équitation déjà de basse école, une équitation de loisir, s'amuser avec son cheval, prendre du plaisir avec lui, eh bien il en prendra en tout cas lui beaucoup plus si on est sans mort. Voilà, c'était mon petit mot de la fin sur cet épisode sur l'équitation sans mort, qui reste pour moi une équitation bien plus douce pour le cheval, et en tout cas celle que j'ai envie de pratiquer et de mettre en avant. Je t'invite à partager cet épisode autour de toi s'il t'a apporté quelque chose et que tu penses qu'il pourrait apporter quelque chose aux personnes qui t'entourent. Je t'invite aussi à mettre un 5 étoiles sur ce podcast si tu aimerais que je continue d'en produire, parce que c'est vrai que ça me motive, ça lui permet d'être un peu plus partagé aussi. Et je t'invite, si tu en ressens le besoin ou l'envie, à me faire ton retour en commentaire ou par message, et éventuellement à me poser des questions que tu pourrais avoir et que tu aimerais que je traite dans de prochains épisodes. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à très vite.